Sunday Night Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans la saison 2 de Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. Et nous retrouvons aussi nos fameux clappeurs que je vous présente tout de suite. La première clapeuse est une productrice et elle est une très ancienne de Clapement 5. Il se murmure qu'elle aurait même vu naître l'univers. C'est Elsa Morel, alias Mamie Morel. C'était très beau. Ça restera ce surnom, Mamie Morel. Mamie Morel. Avec elle, un clapeur journaliste qui est consultant des plus grands films qui parlent de journalisme. Spielberg voulait même la voir en acteur dans Pentagon Papers, mais il a refusé, il n'avait pas le temps, c'est Gabriel Thibault. Ah oui, non, aucun temps pour Spielberg, mais Bah bonjour. oui, ton métier de journaliste crée quand même des envieux, quoi. Et finalement, nous retrouvons un clapeur responsable marketing qui a travaillé chez TF1. Aurait-il pu participer à Koh-Lanta? Pour répondre à la question, on va lui faire l'épisode sur un poteau, c'est Michael Godefroy. C'est la meilleure intro. Merci. Ça va, tout le monde va bien? Je suis chaud Bah en oui, plus. Ah ouais, j'ai super. hâte que Michael tombe du coup. Mais... Hansa, elle est dans le En fait, il veut sadisme. ma mort à chaque fois. Il veut que je me fasse virer d'ici. Après Mulan, c'est le film de Pixar Soul que l'on attendait tous, qui ne sortira pas en salle, mais directement sur Disney+, le 25 décembre. Le studio Disney semble négliger les salles de cinéma, déjà éprouvées par la crise du coronavirus. Une question se pose, Disney est-il en train d'abandonner les salles de cinéma? Elsa? oui. Bah alors, si on en croit la réplique, non pas la réplique, la citation du CEO de Disney, la réponse est oui. Puisque... Le nom du CEO d'ailleurs, Bob aussi. Chapek. Comment? C'est Bob Chapek. Bob Chapek, c'est ça, Depuis tout à fait. février 2020. Que l'on salue. Voilà. Pas vraiment, non. Pas- Ambiance. La question, c'est pas tellement est-ce que Disney délaisse les salles de cinéma, parce que oui, mais quelles conséquences ça va avoir, je dirais, là, sur ça, parce que... La question, je précise, du débat, c'est aussi sur le long terme. Ouais, C'est sur pas le long que terme, ouais, qu'à bah- court terme, parce qu'effectivement, en ce moment, Disney ne diffuse aucun film. Et après, en annonce certains. Là, j'ai vu un film, Le Dragon, je sais pas qui est le dragon, là, un film de dessin animé. Le gars est très précis. Qui est annoncé comme sortant en salle. Donc ils ont pas non plus annoncé jusqu'au bout l'abandon des salles de cinéma, mais on tend un peu à ça, a priori, Elsa. Ils veulent essayer d'avoir de moins en moins d'intermédiaires entre eux et le consommateur. Donc effectivement, un distributeur salle de cinéma, ça représente un obstacle un peu pour eux. Et Disney+, ils balancent et tout de suite c'est sur la plateforme. Ce qui inclut aussi le fait qu'ils vont peut-être déserter tout ce qui est DVD et Blu-ray. Le titre du film, c'est Raya et le dernier dragon, mais D'accord. juste aussi, effectivement, cette stratégie s'inscrit dans la volonté d'enlever les intermédiaires, parce qu'ils devaient passer par des... Ou alors c'est eux qui distribuaient, mais en tout cas, ils passent par des exploitants, qui sont donc les salles de cinéma, qui enlèvent de l'argent à Disney. Là, l'avantage avec Disney+, c'est que ils se font de l'argent partout, et c'est ce qui semble prédominer dans cette stratégie de Disney, c'est vraiment l'argent, l'argent, l'argent. Gabriel. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on pourrait appeler une intégration verticale, où justement ils suppriment tous les intermédiaires. En fait, avec Disney+, on voit que Disney a réussi à passer outre ce qu'on appelait la jurisprudence Paramount de 1948, où en fait, à cette période, Paramount a perdu le droit de gérer ses propres salles de cinéma, et donc cette décision de justice a fait jurisprudence et interdisait aux studios de posséder leurs propres salles, et donc du coup de contrôler tout le parcours de diffusion. Et avec Disney+, on voit que ils prétendent que c'est en priorité pour le consommateur, mais on voit surtout que ils font un contrôle total sur l'exploitation de leur création. Même s'ils prétendent que c'est le consommateur qui est gagnant, en pratique, ils s'autorisent juste à être tout de suite dans le business to consumer, en gros. Michael. Alors moi, je suis pas sûr que Disney a envie de totalement tuer les salles de cinéma. Petit moment de recontexte. Précision, l'idée c'est pas que Disney tue les salles de cinéma, c'est que les abandonne, ce qui peut créer à long terme une fermeture des salles de cinéma. Oui, mais on peut pas accuser de vouloir tuer on peut pas accuser Disney de vouloir tuer les salles de cinéma. Non, les abandonner. En 2017, Disney c'était quand même 30% des recettes d'Hollywood, donc s'ils se barrent, c'est un peu comme essayer de tuer le cinéma. Hein. Mais alors, je pense qu'en tout cas pour ces 6 prochains mois, il y avait un contexte, c'est-à-dire que Disney est apparemment pour la première fois déficitaire, et pas qu'à moitié, parce qu'apparemment ils ont perdu 4,7 milliards de dollars juste au deuxième trimestre 2020.
Et en plus de tout ça, pour compenser, ils ont licencié 28 000 personnes. Mais Donc je parle aussi des parcs, oui, je parle aussi des parcs. Mais du coup, les parcs, ça va pas du tout bien pour Disney. Et ils ont plus non plus les salles, parce qu'ils ont fait le choix, quand même, faut le dire, de reporter ces films, comme ont fait tous les studios. Il y avait le cas de Mulan, mais qui était prévu. Donc ils ont voulu faire une première solution et effectivement faire du coup la sortie en Chine, on va sûrement aborder après. Et du coup... Parce qu'il n'y a pas Disney+. Parce qu'il n'y avait pas Disney+. En Chine, ouais. En Chine, exactement. Et ils décident, c'est vrai, pour Noël, comme avait fait Netflix, je crois, l'année dernière avec Klaus, ou l'année d'avant, je crois que c'était l'année dernière avec Klaus. C'est l'année dernière, ouais. L'année dernière, de sortir un film pour Noël, mais alors un seul. Et je pense qu'il y a un côté très opportuniste où on se dit, bon, écoute, on n'a pas fait Black Widow, parce que Black Widow, ils auraient pu le faire aussi sur Disney+. Allez, pourquoi pas, on fait ce film-là, et il n'y en a qu'un seul, entre guillemets. En plus de Mulan, il n'y en a qu'un seul. Moi, j'ai des doutes sur ce que tu dis, parce qu'on n'a pas fait Black Widow, on n'a pas encore mis Black Widow sur Disney+. Mais Black Widow, à n'importe quel moment, ça se trouve, quand sortira cet épisode-là, on apprendra que Black Widow sortira directement sur Disney+. C'est pas une théorie très viable, j'ai l'impression, Gabriel. Oui, même si Black Widow est conseillé par beaucoup de financiers, notamment il y en avait un qui avait pris la parole dans le New York Times pour proposer et inciter Bob Chapek et Disney à mettre Black Widow sur Disney+, pour fédérer les fans de Marvel autour de la plateforme. Et après, juste pour revenir rapidement sur la santé économique de Disney, alors effectivement, il y a eu ces licenciements massifs dans les parcs à thème aux États-Unis, notamment en Californie. Mais il faut aussi rappeler que la valeur boursière de Disney, elle est supérieure aujourd'hui à Warner plus Universal réunis. C'est-à-dire qu'une action de Disney, ça vaut plus que les deux. Deux des plus gros studios hollywoodiens. C'est le deuxième et troisième, mais s'ils s'y mettent à deux, ils font même pas le prix d'une action Disney. Donc, même s'il y a peut-être un déficit sur certaines de leur secteur d'activité, c'est quand même le studio américain qui a le plus de valeur en cotation boursière. Ah oui, c'est sûr, ils ont le plus de valeur, il n'y a aucun problème là-dessus. Après, niveau chiffre, ils le disent, ça fait vraiment la première fois où ils perdent de l'argent et ils n'avaient pas trop d'autres moyens, entre guillemets, de réagir que par Disney+, où ils ont aussi dépensé énormément d'argent cette année. Il y a aussi, faut préciser qu'ils perdent après une année 2019 où ils ont énormément gagné. Elsa, je crois que tu voulais parler de ça. J'ai regardé que parmi les 5 films qui ont fait le plus d'entrées en France l'année dernière, il y en a 4 qui proviennent de Disney. Ouais. Donc Le Roi Lion, La Reine des Neiges 2, Avenger Endgame, Star Wars épisode 9. Ça c'est en France et dans le monde aussi. C'est Avengers Endgame qui s'est imposé en tête avec plus de... ils sont à 2 milliards, à plus de 2 milliards de... Ils ont passé le milliard 5 ils sont... oui, je vais... Parce qu'il faut préciser en attendant que Disney, c'est pas que Disney, pardon. C'est aussi la Fox, c'est aussi Fox Searchlight, c'est Marvel, c'est Lucasfilm, c'est Pixar. C'est énormément d'industries comme ça, de sociétés comme ça qui... Pixar, j'ai regardé aussi un petit peu, hormis En Avant qui a fait 900 000 entrées, tous les Pixar dépassent les 2 millions d'entrées en France, en principe. Donc du coup, Soul, ça aurait pu être un sacré coup, enfin quelque chose qui fera du bien au ciel de cinéma. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Précisons que c'est 2,8 milliards en gros qu'a rapporté Avengers Endgame, donc tout seul, qui appartient donc à Disney, tout comme Le Roi Lion, tout comme il y avait aussi Spider-Man Far From Home. Là j'ai regardé que le top 5, hein. Le top 10 il y avait encore Captain Marvel. Le Roi Lion, on est quasiment à 1 milliard de... Ah non, attendez, je cherche la version de 2019. On est en box-office à 1,7 milliard en gros. Donc vraiment, les salles de cinéma ont beaucoup rapporté à Disney en 2019. Donc je comprends on en avait déjà parlé dans le podcast, la vidéo de cet exploitant de salle de cinéma qui détruisait une affiche de Mulan en apprenant la sortie sur Disney+. C'est normal aussi parce que justement il y a les salles de cinéma ont rapporté et Disney n'est pas au rendez-vous, n'est pas au rendez-vous. Gabriel. Alors je sais pas trop quelle question, mais mais oui, il y a Mickaël qui veut parler. Désolé. Ouais, pas de soucis. Non, sinon je reprends. Après, on peut aussi parler du catalogue Disney+, faire une petite analyse dessus. Effectivement, il n'y a pas énormément de nouveautés sur ce catalogue. Il y a plein de gens qui se plaignent de ce catalogue, qui est quand même relativement axé enfant. Il y a quand même beaucoup de contenu enfant et il y a peu de nouveautés. Donc on parlait de The Mandalorian qui a, c'était vraiment le fer de lance de la plateforme, mais il n'y a pas énormément de nouveautés. Et ils se sont peut-être dit, écoutez, à Noël, mettre un nouveau film, c'est peut-être pas une mauvaise idée.
Bah, c'est vrai qu'ils ont un catalogue qui est assez plat, Elsa. Bah, il faut surtout s'intéresser à qui s'adresse le catalogue. Effectivement, les films, comme on disait, comme Mulan, comme Soul, c'est plus les films pour les familles. Et on disait une sortie au cinéma pour les familles, ça coûte plutôt cher. C'est 50 € environ, je pense. Alors que sur Disney+, ça va être le prix de l'abonnement. Il y aura le film et on s'achète du popcorn et tout. Ça coûtera 5 fois moins cher que ce qui est prévu. Donc, c'est intéressant de voir que finalement... Si ça marche, c'est parce que aussi il y a des consommateurs qui sont prêts à payer pour moins aller au cinéma. C'est peut-être l'expérience du cinéma qu'il faut renouveler, peut-être pour attirer plus de spectateurs, je sais pas. Mais il y a un truc qui fait qu'il y a une fracture. Gabriel. Oui, il y a aussi quelque chose qu'il faut noter justement quand on parle de Disney+, c'est la croissance incroyable de ce dispositif. C'est-à-dire qu'en août 2020, donc à peu près un an, il avait déjà 60,5 millions d'abonnés au monde, donc c'est énorme. Mais pourtant, quand on regarde les investissements qui ont été faits sur la plateforme, on voit que c'est à peu près 1 milliard d'euros pour Disney, alors que Warner HBO, c'est à 2 milliards, et Netflix, le plus gros concurrent, c'est plutôt 17 milliards. Donc il y a vraiment tout un palier à rattraper, et c'est ce qui explique aussi ce catalogue qui est parfois un peu faible. Mais si justement ils décident vraiment de se restructurer comme ils l'ont dit vers la plateforme Disney+, et qu'ils rajoutent vraiment les ressources Disney Studios vers le catalogue, on comprend tout à fait l'intérêt de cette stratégie, quoi. Michael. Alors aussi, on peut analyser, tu parlais d'autres plateformes comme HBO Max, par exemple, qui va se lancer dans le monde entier bientôt. Peut-être que Disney... C'est la plateforme qui est associée à Warner. On peut peut-être penser que Disney a voulu tester tout simplement cette plateforme là où ses concurrents comme HBO Max, qui n'a pas encore été lancé dans le monde entier, n'a pas pu encore le faire. Disney a déjà assez d'abonnés pour pouvoir lancer un contenu, faire comme avec Mulan, mettre 30 € à l'achat. 30 $. 30 $, pardon. En France, Mulan sortira en décembre gratuitement pour les abonnés de Disney+. Ah oui. Et peut-être que c'était tout simplement des tests, et ils en profitent tout simplement parce que leurs concurrents, à part Netflix et Amazon Prime, et qui ne sont pas du coup des studios entre guillemets hollywoodiens, sont les seuls concurrents. Ils ont voulu tenter quelque chose que HBO Max ne peut pas faire pour l'instant. Donc c'est vrai qu'on se plaint beaucoup de Disney, mais c'est vrai qu'on verra aussi le comportement, même si effectivement Warner a soutenu le cinéma avec Tenet, mais est-ce qu'ils feront la même chose en 2021 et Warner Bros France, effectivement, qui est le distributeur du film Miss, que vous pouvez aller voir en ce moment en salle, de Ruben Alves, soutient aussi, puisque là, on avait un doute sur la sortie du film. Il devait sortir le 28 novembre, finalement il est sorti le 21, ils ont même avancé octobre et le 28 octobre, et il est sorti le 21 octobre. Ils l'ont avancé d'une semaine pour qu'ils soient en pleine vacances de la Toussaint, pour soutenir justement aussi pour soutenir les salles de cinéma. Gabriel. Mais moi je reste quand même très inquiet du succès potentiel de Disney+, parce que je comprendrais pas, si la plateforme marche aussi bien, pourquoi est-ce que Warner Bros ne limiterait pas. Après ça, en fait, il faut voir, mais moi j'ai un doute sur le long terme. C'est-à-dire que je vois par exemple le choix de Mulan. Mulan, il faut le dire, sur Disney+, il a eu plutôt un beau succès, puisque pas mal de personnes ont payé ces 30 $. Il a rapporté plus de 200 millions de dollars, entre 300 millions. Il est dans ces alentours-là. Donc c'est pour un film qui a coûté quand même assez cher. Ça va, il s'en est quasiment aussi bien, voire mieux sorti que Tenet, qui était donc on comparait beaucoup les deux pour leurs deux stratégies de sortie différentes. Mais en même temps, Mulan, c'est un film de cinéma que les gens ont pu voir sur leur écran d'ordinateur. Donc il y avait cette exclusivité, j'ai envie de dire, liée à Disney+, qui a pu encourager les gens à payer pour voir ce film-là. Est-ce que si à l'avenir tous les films quasiment de Disney sortent sur Disney+, est-ce qu'il y aura toujours cette exclusivité, cette envie de voir le dernier Disney qui il est sur Disney+, mais est-ce qu'on aura autant envie de le voir? J'ai des doutes, Elsa. Si les gens ont envie de garder la plateforme, je pense que ça fera comme Netflix. Les gens regardent les productions Netflix qui marchent très bien, donc je pense que si les gens gardent la plateforme, mais par rapport à l'exclusivité, tu disais... En comparant aussi aux salles de cinéma, parce qu'il y a cette envie de voir un film qui peut pas passer au cinéma pour Mulan, et pourtant si dans 2 ans Disney continue à faire ça sur chacun de ses films, à les mettre sur Disney+, il y aura une envie qui sera un peu moindre. Là ils ont aussi c'est rentabilisé parce qu'ils ont fait payer 30 $ par personne. Ce sera pas le cas pour tous les films, Michael.
Alors si on commence à sortir toutes les films pardon, sur plateforme, on va casser la chaîne de valeur d'un film. Parce qu'un film, quand il sort en salle, il y a une sortie DVD, puis il y a une sortie VOD, puis il y a une sortie SVOD. Si on sort directement le film sur la plateforme, on casse aussi toutes ces entreprises-là qui vont s'effondrer. Et donc effectivement, ceux qui auront une plateforme forte comme Disney+, comme HBO Max bientôt, Amazon Prime, tout ça seront les grands gagnants. Par contre, tous les distributeurs finalement, ils vont plus avoir de DVD, ils vont plus avoir rien. Alors peut-être que ils seront achetés très fortement sur ces plateformes-là, mais il y aura quand même, on va briser la chaîne de valeur. Gabriel. Est-ce que je peux te poser une question, Michael, toi qui travailles près de TF1, est-ce que tu penses que Salto pourrait accueillir Salto qui est donc la plateforme TF1, France 2, M6 aussi, le concurrent français avec TF1 et effectivement France Télévisions et M6, le concurrent français pour Netflix. Alors ils le vendent évidemment pas comme ça parce que c'est pas les mêmes moyens, mais ils tentent de faire un peu front commun contre Netflix. Est-ce que tu penses qu'ils pourraient choisir aussi de reporter une partie de leur production sur Salto plutôt? Quelle production? Les productions de TF1? Oui, par exemple. On a vu que là, ils avaient ouvert leur portefeuille pour acheter des séries étrangères, donc on voit qu'ils mettent énormément de séries étrangères en avant. Par contre, je trouve qu'il n'y a pas assez de coproduction. Ils auraient dû faire, je pense, à mon sens, beaucoup plus de coproduction, comme ils ont pu faire d'ailleurs avec le Bazar de la Charité avec Netflix, où ils ont fait vraiment une grosse coproduction pour faire le Bazar de la Charité. Peut-être qu'il faut renouveler ce genre de séries, ce genre de concepts qu'ils pourront ensuite mettre dans Salto. Après, c'est toujours un démarrage, donc c'est compliqué. Il y a beaucoup d'acquisitions, donc ils ont. Je n'ai pas le nom des séries, mais je sais qu'il y a 2-3 séries. Il y a Downton Abbey, c'est ça, voilà. Buffy contre les vampires. Mais revenons à Disney. Est-ce que pour vous cette stratégie, donc c'est un fait, elle menace l'existence des salles de cinéma? Elsa? Alors, par rapport aux chiffres qu'on a dit, pour moi ça va forcément mettre un coup. Mais ce que j'espère, c'est qu'il y a un renouveau dans les films, du coup. Est-ce que ça va laisser de la place justement pour découvrir d'autres films? Voilà, parce qu'on le voit en ce moment avec Antoinette dans les Cévennes qui marche très bien, parce que c'est un petit film de base, et je suis pas sûre que s'il y avait eu un film Disney à côté, il aurait le succès qu'il a actuellement. Après, c'est pas le même public. Oui, mais les gens sont quand même. Oh, c'est quand même je pense que le public Disney, le public Antoinette dans les Cévennes. Je veux dire, c'est quand même un film qu'on va avoir une comédie du dimanche soir. Oui, qu'on peut aller voir en famille. Oui, c'est ça. Mais donc, j'espère qu'il y aura un renouveau au niveau de l'offre en fait des films. Ça va laisser apparaître plus de nouveaux films. Hein. C'est vrai que Disney avec quand même un monopole prenait beaucoup de place, donc sans Disney ça met en avant d'autres films. Michael? On parlait de Disney, mais si on parle en plus général, par exemple, si Antoinette dans les Cévennes sort sur une plateforme, je trouve que c'est plutôt un film qui aurait pu être diffusé en télé plutôt que sur une plateforme, parce que sur une plateforme, il y a tellement de choix qu'à un moment, la personne va aller vers la facilité ou quelque chose qu'il connaît déjà. Et Antoinette dans les Cévennes, pour moi, c'est vraiment un succès qui va se faire en salle avant tout. Et effectivement, pour les Marvel, c'est beaucoup plus simple parce que c'est reconnaissable, mais vraiment pour les plus petites structures comme Antoinette, c'est un succès salle pour moi. Alors, Gabriel, est-ce que ça va durablement transformer justement l'industrie, le possible départ de Disney? Moi, je pense qu'il y a une question qui est reliée, c'est pendant combien de temps est-ce que va tenir la crise du Covid? Parce qu'il faut rappeler que Disney, comme toutes les entreprises d'Hollywood, la majorité de leur chiffre d'affaires se fait aux États-Unis. Et aux États-Unis, il y a une grande crise des salles qui se passe en parallèle de décisions de Bob Chapek. J'ai vu rapidement que le numéro 2 mondial d'exploitants de salles, Cineworld, ils ont fermé peut-être 136 salles aux États-Unis et il y a une menace de 45 000 emplois, quelque chose comme ça. Donc, paradoxalement, peut-être que effectivement, je pense que c'est sûr que si Disney décide de retirer ses billes du cinéma, ça va transformer l'industrie. Mais en contrepartie, si l'industrie n'est pas capable de supporter la crise du Covid et fait disparaître le marché des salles, on a du mal à comprendre pourquoi est-ce que Disney, qui reste une entreprise aussi intéressée par la survie de son économie, voudrait continuer à persévérer dans les salles, alors qu'aux États-Unis, les salles, factuellement, sont mourantes. Elles sont fermées, en fait. C'est pour ça qu'elles sont mourantes. Elles sont quasiment toutes fermées à cause du coronavirus. Autre élément à préciser aussi, je pense, qui fait que les salles de cinéma doivent pas non plus avoir peur pour le box-office français,
français, en tout cas, on peut citer cette semaine avec, on enregistre, je précise, le mercredi 21 octobre. Donc, on a 30 jours max qui est quasiment à 400 000 entrées. Les Trolls 2 tournée mondiale, donc un film, un dessin animé pour enfants qui est à quasiment 300 000. Donc, on voit qu'il y a quand même en tout cas sur cette semaine-là, un retour du public familial, puisque 30 jours max, c'est une comédie un peu qu'on peut aller voir en famille. Les Trolls 2, c'est vraiment un film pour enfants. Donc, on voit qu'il faut pas non plus totalement abandonner. Il y a aussi le film de Johannes Farr qui va sortir, le petit vampire, où j'ai pas le nom, mais c'est le petit vampire, c'est ça, donc on voit que faut pas non plus miser sur un abandon des familles du cinéma. Michael. Alors oui, je suis d'accord. Par contre, effectivement, pour revenir à ce que tu disais, Gabriel, je pense que Disney, c'est vraiment, on va dire, le capitaine du navire. C'est-à-dire que si le Covid, si le Covid dure dans le temps, sur 2021, à un moment, effectivement, on risque que Disney lâche tous les films sur la plateforme, et les autres, à un moment, ils vont se dire, on est obligé d'y aller, quoi. Enfin, si Disney à un moment a montré déjà le premier exemple et derrière ça continue dans le temps, le Covid continue, à un moment peut-être que ça va lâcher, effectivement on va voir tous les films sur les plateformes. Elsa. En plus, plus l'habitude s'installe, plus elle va durer par la suite. C'est-à-dire que si les gens sont en train de s'habituer à voir les films sur les plateformes, est-ce qu'ils auront envie de retourner au cinéma après Mais c'est pas la même expérience non plus. Hein, un film, quand tu vois un film sur ton écran d'ordinateur, sur ta télé. Mais maintenant, les gens s'équipent de plus en plus aussi. Non, oui, mais dans tous les cas, tu peux quand même être sur ton portable. Tu peux être. Moi, je pense que les gens aussi, le cinéma, c'est une sortie déjà. Donc, voir un film chez soi, c'est pas la même chose que voir un film ailleurs, et donc c'est une sortie que tu fais souvent. Les gens dans les habitudes des Français, c'est quand même aller voir des films à plusieurs, et même je pense dans le monde, donc aller voir avec des amis, avec la famille, donc c'est pas la même chose que de voir un film chez soi. Donc la personne qui je pense qu'il faut pas non plus totalement opposer la SVOD, donc Netflix et toutes les plateformes, avec les salles de cinéma, parce qu'ils offrent pas la même chose. Gabriel. Moi, la question que j'ai envie de te poser, Aurélien, c'est est-ce que tu n'es pas un peu biaisé par tes habitudes et tes pratiques cinéphiles, justement? Parce que moi je pense pas. Parce que moi je sais que je sais que j'ai des habitudes de cinéma qui sont pas comme celles de tous les Français. Moi je vais au cinéma plus régulièrement, tout ça. Mais au-delà de ça, je pense quand même que pour les personnes, ils savent que c'est pas la même chose entre voir un film chez soi et si t'as envie de sortir avec des amis, tu peux clairement sortir. C'est comme la vente de nourriture à emporter. C'est pas parce que tu peux te faire livrer un restaurant chez toi que tu vas faire ça plus facilement que d'aller au cinéma, parce que c'est au restaurant, parce que c'est une sortie aussi, aller au restaurant. Moi je vois la même chose pour les cinémas. Il faut pas déjà, je pense que malheureusement il faut pas surévaluer l'expérience en salle. Je pense que beaucoup de gens sont tout à fait capables de consommer des films et de regarder des films sur des petits écrans ou même des écrans de télé. Et c'est déjà le cas. Et puis ensuite, je pense que si on s'intéresse un peu entre guillemets à la sociologie de qui va au cinéma, il y a une partie importante, par exemple en France, qui est occupée par des personnes qui sont plus âgées. Alors une proposition de cinéma qui va directement chez eux, ça a quand même des intérêts non négligeables. Donc je pense qu'il faut le penser. Je pense que justement, pour le coup, je pense que le public effectivement qui en France va le plus en salle, qui est un public plutôt retraité, c'est pas le public qui va avoir Netflix ou qui va avoir Amazon Prime ou qui va avoir Disney+. Oui, mais je pense que c'est un public qui peut se laisser tenter par des expériences de cinéma directement chez eux. Je suis pas sûr, justement. Je pense que c'est un des dangers, parce que ce public-là vieillit, et en fait, il faut s'intéresser au nouveau public qui aura, et pour l'encourager, aller en salle. Michael. Après, tout dépend aussi de la culture du pays, parce que là on parlait de la France, mais d'un pays à l'autre ça va être totalement différent. Là on a vu qu'en ce moment, comme tu le disais Aurélien, il y a beaucoup de bons résultats pour certains films en France, ce qui est super encourageant. Dans d'autres pays c'est pas du tout le cas. On voit qu'en Chine ça explose, c'est officiel je crois de cette semaine, la Chine a fait plus de recettes que les États-Unis. C'est la première fois. Avec notamment un film qui s'appelle The 800, qui a fait 460 millions de dollars. C'est une production chinoise. C'est une production chinoise totalement. Donc je pense que ça dépend aussi, les réactions vont dépendre aussi du pays, de la culture du pays. En France, effectivement, le cinéma est super important, mais c'est pas le cas dans tous les autres pays. Oui, bien sûr. Et Disney va analyser pays par pays, et à un moment, ils vont voir, écoutez, s'il y a quelques films, effectivement, qui marchent encore en salle, et il y en a tous les autres qui marchent sur les plateformes, hop là, sur les plateformes. En tout cas, pour l'instant, Disney n'a pas annoncé, n'a pas mis Mulan en France dans les salles, et n'annonce pas non plus Sol en salle de cinéma. Donc, allez, conclusion, oui ou non, Disney va-t-il tuer le cinéma? Elsa. Carrément tuer.
Non, mais c'est dur d'avoir. C'est difficile de prédire l'avenir comme ça, mais ça dépend de la crise du coronavirus. Ça dépend, et il y aura des conséquences fortes. Déjà, je peux dire un petit chiffre, c'est que par rapport à l'année dernière, il y a une perte de 55% de fréquentation en salle. En même temps, il y a eu 3 mois de confinement. Aussi, mais voilà, donc j'espère pas. Gabriel. Un dernier mot. Moi, je conseille à tous ceux qui nous écoutent de voir l'allocution de Bob Chapek, qui n'est pas encore traduite, mais qu'on peut trouver avec le PDG de Disney. Le PDG de Disney, où justement il prend son allocution. Moi, ce que je note, c'est que je pense qu'effectivement Disney va se retirer des salles, et surtout, non seulement il parle pas des salles, mais surtout il parle pas d'art, il est que dans une logique de consommateur, à savoir si est-ce que du coup Disney c'est une entreprise qui fait des produits ou est-ce que c'est une entreprise qui fait du cinéma. C'est une autre question qu'on peut se poser, et moi je pense qu'ils ont vraiment choisi l'option produit, et moi ça m'inquiète beaucoup. Michael. Je pense que Disney peut le faire totalement parce que c'est vraiment le capitaine du navire et qui peut vraiment changer les choses, en tout cas par rapport à Hollywood et du coup sur par exemple le marché de l'Europe, qui est un gros marché pour Disney. Donc oui, il peut le faire, tout dépendra du coronavirus. On croise vraiment les doigts pour que 2021 soit l'année du renouveau cinéma. On l'espère tous, et non, j'espère surtout pas que Disney nous lâche complètement. Bon vous n'hésitez pas à nous dire sur Facebook, Instagram et Twitter avec le @clap5 ou en commentaire sur YouTube quel est votre avis sur la question. Est-ce que Disney est en train de tuer les salles de cinéma ou est-ce qu'il est en train d'abandonner les salles de cinéma? C'est la fin de cet épisode, merci à vous tous de l'avoir suivi, merci à tous nos clappeurs, merci aussi à Pierre-Emmanuel, Guillaume et Sunday Night Productions qui produisent Clapement 5. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum, et vous pouvez dès maintenant vous abonner à la chaîne YouTube Clapement 5 Podcast et activer la cloche afin de découvrir tous ces nouveaux épisodes. Rendez-vous vendredi pour un blind test très spécial qui marquera aussi le retour des anecdotes gênantes pour les perdants. Elsa a déjà peur. Et d'ici là, plus que jamais, on vous encourage à aller au cinéma.